It does? Good. And we have the panelists, me, myself. My name is Lennart Ljungblom. I'm very honored to be here in Morocco, first time for me. But it's close because I spend a lot of time in Spain. Otherwise, I spend my time in Sweden, in North. And we have Mr. Louis Seck, Minister of Renewable Energy of the Republic of Senegal. We have Ms. Laila Mikou, Director of Investments in Morocco Capital Fund. Dr. Andrew Sharp, Technical Executive Carbon Check. Mr. Henry Dervinet, President Chief Executive Officer of International Emission Trading Association. And Mrs. Lawrence Graff, Head of Unit of International Negotiations, DG Klima. And of course, my pronunciation is not perfect, but we will have it repeated in the correct way from each one of the panelists, I hope. Okay, good. So first, with the privilege of being a moderator, I take some minutes for me. I quote something I got to the paper from the organizers saying that carbon will be the world's biggest commodity market and it could become the world's biggest market overall, according to some famous writer. And maybe it's true, maybe not. Depends a little bit on what we mean with the carbon market. Sometimes we talk about climate financing, climate change financing, and what do we mean? I think it's a little bit difficult to understand. One thing is for certain, we don't mean the same. So sometimes when we talk and discuss, maybe we mean the same thing really, but we use different words. So I think we should try to keep it simple and slowly so we have the possibility to understand, every one of us, what we are talking about. But this carbon market, I think it's exciting, a way to put a price for emissions that we don't want to have, and do it in a market way, and let the best technology, the best company win the situation. And if that's working like a market should, then we have a great future to look into. But maybe with too much regulations, things will go bad, because it's not easy to put in too regulations to make it proper. We have to be modest to maybe to change regulations. But then on the other hand, the players, they don't want changes. They want to have stable situations. So I'm happy not to be a politician because it is not an easy job. But we can help, to try to help to them to take the wise decisions. Okay. So definitions and the words are very important. So let's try to keep the discussion simple. I am not an expert in carbon trade, as I said. I'm an editor. I'm the editor of the Bioenergy International magazine. And the bioenergy is the world's largest renewable resource. It can be used in many different ways. Biomass can be used in small-scale heating and bad conditions, very, very bad. But it can also be done in very, very good conditions, in the most modern technology possible, both in small scale and a large scale. So it depends on what you do with it. And we like to write about the things that are done well. So our aim is to help the world to develop with knowledge, with information about the companies, the products, and what is going on in the world. So the magazine we have is distributed in 65 countries all over the world. And I'm happy to be the editor-in-chief of that one. We have it in French and Spanish languages also. And the good thing, it is totally financed through advertisements and subscriptions. Often people say, but who pays for this thing? Who pays for your work? I say, the business pays for it, the market pays for it, the readers pays for it. And this is a good thing. We should not look into renewables as a cost, as a burden. We should look at it as a possibility. Because if we do it right, we will earn money, we will save money, we will do good things, better economy at the same time as we save the climate. I think it's just beautiful. And if you look into the topic of carbon trading and climate investments, it is a little bit unclear, as I said, what do we mean with it? I read a report on the way down saying that the private investments was, 10 times higher than the public investments and public money used. Maybe that is correct, depending on how we define the thing. But without things like the European Trading Scheme and other things will get difficult.
The problem is not maybe that is not a good economy in the project. The problem is to get them started, I guess. And with some help, things can get started. And when they get started and we do it well, then we learn and we will earn money. So my message is here, renewables done well is not a burden. This is a gift from someone for us to use. If we do it properly, we will earn a lot of money. The business will earn a lot of money. The countries involved will earn a lot of money. For example, my country, Sweden. It's a small country in the north, a lot of forest, not so many people. I think we are around 9 million people. But in the north, the forest doesn't grow so fast as in the south. So pros and cons all the time. But 25 years ago, we used oil and coal like everybody else. Today, we do not use oil at all, more or less, excepting for transportation, where we still use about 80% petroleum products. We use a lot of ethanol, we use biodiesel, we have a mandatory blend in all the cars, we have an ethanol station all over the country. Everywhere you can buy ethanol for a flexi-fuel car, for example, if you want. But for heat, no oil, no coal. There's one plant in Sweden that uses coal nowadays in Stockholm city center, and it will be converted in a few years. Otherwise, it is coal in metallurgy industry, but this is now on the way to be switched also. And I'm not counted, but I should have done. If we had used the same proportions of imported oil and coal in Sweden today that we had at the time 30 years ago when coal and oil was very cheap, then we have been playing in the same league as our European friends in Greece and Italy are doing today. Very, very bad state economy. But today, Sweden has a very, very good economy. And one of the main reasons for that is that we use domestic fuels, renewables. Of course, there's international trade in biomass also, but a lot comes from domestic sources. And it creates jobs. We don't export money. We don't export jobs. We keep them in the country, and that creates wealth. And that is because of renewable activities, renewable energy activities. So I think we should not think of this as a burden. We should think of this as a gift, a possibility to do something. But it must get started, and we need the help from these schemes. And also, in many places, it's a lot of infrastructure investments that has to be done. It will not be returned into profit in 2 years, maybe not in 5 years, maybe not in 20 years, because sometimes you need to build a port, you need to build the roads, you need to build a lot of infrastructure to get all these resources collected and used in a good way. And for that, we need money, we need help. And hopefully we will learn today what money is around for this type of investment to help to get this thing started. And there's a difference between North and South. And there's a lot of money created in these systems in North. But are they available for South or not? And for how long time are they available? What type of projects are they available for? I think we will learn a little bit more about this today. So I think more or less this is what I want to open this session with. I'm very happy to be here, as I said. I'm very happy to have you here all, and I'm very happy to have the panelists here. And as a first speaker, we go to Minister Louis Sec. I think you will talk in French language. I have to put on my earphones so I understand. That is one of my problems. I'm not a good French speaker. But it will be very interesting to learn more about the exciting country of Senegal. Please, the floor is yours. Merci, Monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur, chers participants, tout d'abord, j'aimerais bien remercier vivement les organisateurs de ce forum qui nous ont permis de nous retrouver ici pour parler de la finance carbone, voir l'état de l'art surtout dans les pays en développement, notamment en Afrique. Parler de la finance carbone, c'est parler de changement climatique, parce que comme vous devez le savoir,
c'est suite au constat des effets néfastes des changements climatiques que la communauté internationale a organisé plusieurs rencontres. Et ceci a abouti à un certain nombre de mesures, à un certain nombre d'engagements de toute la communauté internationale pour voir comment réduire, comment lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Dans ce cadre, un certain nombre d'outils ont été mis en place, notamment au niveau du protocole de Kyoto avec les mécanismes de développement propre. Au niveau de ce protocole, au niveau de ces mécanismes, les parties se sont engagées, toutes les parties, que ce soit les parties annexe 1 ou bien les parties non annexes 1, à agir ensemble pour d'ici un horizon fixé autour de 2030-2050, à maintenir une température moyenne globale augmentation de 2 degrés Celsius. Et ceci correspond environ à 44 gigatonnes. C'est important. Cet objectif qu'il faut atteindre nécessite que chaque partie, que chaque pays fasse des efforts, fasse des concessions pour que nous puissions aboutir à cet objectif. C'est ainsi que ce soit les pays en développement comme les pays développés ont pris des engagements. Les engagements qui ont été pris par les pays développés sont, entre autres, c'est de réduire de façon drastique leurs émissions en gaz à effet de serre. C'est également voir comment aider les pays en développement pour qu'eux aussi puissent inverser la tendance. En faisant quoi? En faisant un transfert de technologie, en faisant de la formation, mais en mettant également des moyens financiers nécessaires pour permettre à ces pays en développement d'agir contre les changements climatiques. Au niveau de ces pays en développement, il y a eu également des engagements qui ont été pris. C'est de mettre en place des projets d'adaptation, mais surtout des projets d'atténuation, c'est-à-dire utiliser, si je prends le secteur de l'énergie, des technologies qui puissent faire émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces pays également, en développement, ont également pris des engagements de réduction. Parce que rappelez-vous que dans ces pays en développement, il y a quand même les pays émergents, notamment des pays comme la Chine, des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui ont des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre assez importants. Nous devons rappeler que, par exemple, aujourd'hui, la Chine est le premier pays pollueur, mais qui fait partie des pays en développement et donc qui, au point de vue du protocole de Kyoto, n'est pas obligé de prendre, disons, un certain nombre d'engagements. Mais compte tenu de son niveau de pollution, il va sans dire que s'il n'y a pas en amont des mesures plus ou moins contraignantes pour amener des pays comme la Chine, comme le Brésil, à réduire leur niveau d'émission, il va sans dire que l'effort qui serait, disons, fait de l'autre côté, c'est-à-dire des pays en développement, cet effort serait vain. Je dois aussi rappeler qu'au niveau des pays développés, les États-Unis, qui sont aujourd'hui le deuxième pollueur mondial, ne fait pas partie du protocole de Kyoto. Et ceci constitue un frein à faire respecter ces engagements. Parce que les États-Unis ne font pas partie de ce protocole, donc ne sont pas soumis peut-être à respecter certains engagements par rapport à ce protocole. Et donc, si aujourd'hui nous devions faire le bilan de la finance carbone, le bilan du marché carbone, nous dirons tout simplement qu'aujourd'hui nous sommes loin d'atteindre l'objectif de 44 gigatonnes que nous nous sommes fixés.
Aujourd'hui, nous sommes environ de 5 à 9 gigatonnes, ce qui est loin, loin derrière l'objectif qui est fixé. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, un certain nombre de pays développés jusqu'à aujourd'hui ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris devant la communauté internationale. Ces engagements, il y a des engagements d'ordre financier, mais également il y a des engagements, disons, dans le cadre de la coopération avec les pays en développement, qui ne sont pas respectés, ce qui ne permet pas à ces pays en développement aussi de respecter leurs engagements. Et si nous prenons les pays en développement, où il y a beaucoup plus de possibilités de réduire, par exemple en agissant au niveau du secteur de l'énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans ces pays, cela demande beaucoup de moyens. Mais également dans ces pays, peut-être que le problème n'est pas souvent pour un certain nombre de pays de lutter contre les changements climatiques, mais aussi comment répondre à la demande énergétique. Si je prends le cas du Sénégal, si je prends le cas d'un certain nombre de pays africains au sud du Sahara, aujourd'hui ces pays sont confrontés à un déficit énergétique. Donc aujourd'hui, ce qui peut-être intéresse ces gouvernants, ce qui intéresse ces États, ce qui intéresse ces gouvernements, c'est comment réduire, sinon comment anéantir totalement leur déficit énergétique en augmentant les capacités de production électrique. Alors, si en même temps on demande à ces pays de recourir à des mesures d'atténuation, sans mettre les moyens financiers conséquents, vous saurez bien que ces pays vont chercher les solutions les moins coûteuses qui puissent leur permettre de satisfaire la demande en énergie. Mais également, notre constat, pour ce qui freine, disons, la réduction des émissions au niveau des pays en développement, c'est que quand vous prenez le MDP, les procédures jusqu'à arriver à un projet qui puisse, disons, être éligible, etc., sont extrêmement lourdes. C'est lourd, ça en prend énormément de temps. Et si je prends encore l'exemple des pays africains, au niveau du marché mondial de carbone, seuls les pays au nord de l'Afrique, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, mais également l'Afrique du Sud, sont peut-être les rares pays africains qui ont eu un certain nombre de projets MDP. Ailleurs, il n'existe presque pas. Par exemple, je prends le cas du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à un seul projet qui est enregistré au niveau du mécanisme de développement propre. Donc cela, c'est dû au fait qu'il y a un problème de procédure, mais il y a également un problème de capacité. Nous n'avons pas aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara, suffisamment de capacités qui puissent permettre l'élaboration des projets MDP. Et ce manque de capacité aussi, une des causes, c'est aussi un problème de communication, d'information. Vous savez que pour ce qui concerne les changements climatiques, je crois presque partout dans le monde, c'est les ministères en charge de l'environnement qui sont les points focaux. Or, dans beaucoup de pays, ces ministères qui participent à différentes rencontres internationales, qui sont au courant de tout ce qui s'est fait par rapport au changement climatique, souvent le partage au niveau national ne se fait pas avec les ministères sectoriels. Or, ce sont ces ministères sectoriels qui peuvent, de par les projets, notamment le ministère de l'Agriculture, le secteur de l'énergie, le secteur de la foresterie, qui peuvent, disons, développer des projets qui vont permettre de réduire les gaz à effet de serre. En Afrique, et c'est valable aussi dans un certain nombre de pays en développement, notamment les pays émergents, le potentiel, le marché potentiel du carbone est extrêmement important. Vous prenez l'Afrique, ce marché c'est quoi? C'est les énergies renouvelables.
Aujourd'hui, le potentiel en énergie renouvelable de l'Afrique est extrêmement important, que ce soit l'énergie solaire, où vous avez, disons, un potentiel qui va au-delà de 6 kWh par mètre carré par jour et par an. Vous avez un potentiel éolien aussi au niveau des pays côtiers comme le Maroc, où vous avez des vitesses de vent qui peuvent aller jusqu'à au-delà de 9 mètres par seconde. La biomasse est là, les biocarburants aussi, le potentiel est là. Mais surtout en Afrique, on a un potentiel qui est aujourd'hui sous-exploité, c'est l'économie d'énergie, c'est l'efficacité énergétique. Nous pouvons beaucoup gagner au niveau de l'efficacité énergétique en Afrique. Parce que dans la plupart des pays africains, nous utilisons, par exemple, au niveau de l'électricité, des lampes, ou bien des équipements qui consomment beaucoup. Et aujourd'hui, on est à des technologies qui puissent être utilisées pour permettre de réduire de façon drastique cette consommation importante en énergie. Je crois que ce marché qui existe, ce potentiel qui existe pour que la finance carbone au niveau africain, au niveau des pays développés, puisse réellement être effectif, je pense qu'il y a une coopération entre le Nord et le Sud, entre pays développés et pays en développement, qui doit être renforcée en termes de financement, mais en termes de renforcement de capacité. Si les financements sont là et que les ressources humaines de qualité suffisante pour mettre en œuvre des projets MDP ne sont pas là, il va sans dire que cette réduction à partir des pays en développement ne va pas se faire. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que pour les pays développés, leur marge de réduction des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu de leur niveau de développement industriel, est très faible. Donc, ce qui peut se faire, c'est recourir le marché qui se trouve au niveau des pays en développement, au niveau des pays émergents. Pour finir, je dirais que, bon, en termes de perspectives, on peut dire que les perspectives peuvent être heureuses, mais à condition que les pays respectent leurs engagements. Bientôt, nous aurons à Durban, les négociations vont continuer, mais s'il n'y a pas d'issue heureuse à ces négociations, si les gens aussi ne respectent pas leur engagement, il sera vain, disons, d'arriver à notre objectif de 2 degrés par Celsius. Mais comme la volonté est là, comme l'engagement, surtout au niveau des pays en développement, est là, nous pensons que si les outils, les moyens sont mis à leur disposition, des moyens de communication, des moyens financiers, des moyens techniques et de formation, nous sommes sûrs que cet objectif pourrait être atteint, voire même être dépassé. Donc pour le moment, je m'arrête à ça, laissant la parole aux collègues, et peut-être qu'au cours des débats, j'aurai encore à intervenir pour donner peut-être plus de détails par rapport à mon pays, par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau du Sénégal dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, où aujourd'hui en Afrique, le Sénégal est le seul pays africain qui a un ministère uniquement dédié aux énergies renouvelables. Donc c'est pour vous montrer la volonté des autorités du Sénégal, notamment le président de la République, à agir en phase avec la communauté internationale. Nous sommes le 2e pays à avoir ce département après l'Inde. Je vous remercie. And you are from the hosting country here, and we are. Mentioned from time to time is an example of good initiatives. So please tell us. Thank you. Good morning, everyone. I'm very happy to be here to discuss this subject on this panel.
I think the aim of my presentation today is, first of all, to provide a picture of what is carbon finance in Morocco, and then second, see what can we do in the future, because we are facing very regulatory challenges today. First of all, I would like to introduce myself in a few words. Basically, I set up and launched this pilot experience, which is Fonds Capital Carbone Maroc, which is a fund dedicated to carbon finance, sponsored by CDG, Moroccan CDG, Caisse de dépôt et de gestion, and by French CDC Climat and European Investment Bank. So basically, after launching this fund, I led the negotiations across the country in order to see what we can do in carbon finance. So first of all, before getting into this picture of how it looks like in Morocco, maybe I would like to explain the investment strategy for the audience. Maybe not everyone is familiar with how this CDM works. Just briefly, under the Kyoto Protocol, developed countries that have ratified the protocol are required to reduce their emissions. But at the same time, the Kyoto Protocol has introduced something called the Clean Development Mechanism, under which if a project developer in a developing country makes the decision of reducing its own emission within its country, for example, a utility supplier producing electricity from a wind park rather than from a coal plant, then it can receive these CERs or carbon credits, and those have a value, and it's a commodity, and we could sell them into the international market. So this is basically the basis of what we're doing. Now, if we come back to Morocco, let's talk about facts. Only 6 projects have been registered in Morocco, and only 2 of them are really issuing credits. So it doesn't look very good. The sectors that where those projects were registered are wind, waste management, biomass. So this is basically the main sectors. What we can say, and this is like sharing experience, is that in Morocco, carbon finance is still at an early stage. So for the following reasons. First of all, I think there is there are some shortages of skills in terms of project management.